Bernard, je vais te laisser la parole. C'est à toi. Bonne soirée à tous. Bonjour et merci. Alors, excusez-moi, mais je ne vois strictement rien. Il y a des lumières partout, c'est agréable pour la notoriété, mais pas pour la vue. Oui, oui. Donc, nous allons découvrir ce soir une astronomie de base, je dirais. C'est-à-dire que nous allons parler de galaxies, de nébuleuses, de courants stellaires, etc. Et je pense que c'est un moment important parce que, pour au moins deux raisons. La première, c'est que nous allons parler d'un satellite exceptionnel. Comme il est exceptionnel, évidemment, on n'en parle pas. Or, c'est un satellite qui permet actuellement, il est en fonction depuis 2013, c'est un satellite qui révolutionne la façon de voir l'univers et surtout notre voisinage, le voisinage du système solaire. Alors c'est également exceptionnel parce que ce satellite, c'est le nôtre. C'est le nôtre en cela qu'il a été imaginé, conçu dans les moindres détails à Saclay, qui n'est pas très loin d'ici. Et ensuite, pour la réalisation pratique, il a fallu, vous allez voir, des innovations technologiques considérables, et ce sont les ingénieurs d'Astrium à Elancourt, non c'est encore plus près, qui a commencé la mise la matérialisation des plans et des fonctionnalités du satellite. Et c'est ensuite à Toulouse, au grand centre d'Astrium, que ce satellite a été construit. Alors, nous allons voir, c'est un véritable bouleversement en cela que nous allons voir pour la première fois l'univers en 3D. Généralement, lorsque l'on fait de l'astronomie, on travaille sur des surfaces, j'allais dire des surfaces planes, c'est pas le terme exact, mais disons des plans et des choses très sans profondeur. Là, nous allons nous retrouver quasiment à l'intérieur du système. Et alors, évidemment, toutes les photos en couleur que nous allons voir, les couleurs, c'est des couleurs factices, évidemment. Pensez bien que l'univers n'est pas violet, mais toutes ces couleurs veulent dire quelque chose et sont des marqueurs de matière très particulière. Alors voilà un peu ce que l'on voit. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois. Excuse-moi, on peut couper la lumière sur l'écran? C'est pas moi qu'il faut le dire, hein. Ah oui, mais tu peux le dire au micro, on a un peu la lumière dans les yeux. Jean-Pierre me dit dans l'oreillette qu'il faudrait un peu baisser la lumière. Sur l'écran. Sur l'écran, dit Laurent, sur l'autre oreillette. Est-ce que ça vous va? Est-ce que je peux continuer? Ok. Donc, vous voyez donc, voici un peu les cartes, puisque nous allons parler de cartographie. C'est-à-dire que c'est bien beau de voir le ciel, de voir des étoiles, mais encore faudrait-il où elles se trouvent. Voici les cartes avec lesquelles nous travaillons. On ne travaille plus comme ça maintenant. Il y a évidemment des logiciels, lesquels logiciels sont connectés au télescope et il suffit de travailler avec la souris. Mais enfin, c'est toujours le même principe. Maintenant, nous pouvons avoir ça. Ça ne veut pas dire que les astronomes vont forcément travailler avec ça. Ceci est réservé notamment aux chercheurs, parce que vous allez voir qu'on a découvert vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc, en cela, c'est un événement important. Alors, ce sont des logiciels considérables qui permettent de traduire les informations qui sont émises par le satellite. Et il y a des logiciels comme le logiciel Aladdin ou d'autres, nous les verrons,
qui permettent de transcrire justement ce que l'on permet de voir en 3D. J'ai vu récemment à Nice un chercheur qui me disait qu'il avait conçu un logiciel avec 100 000 lignes de code. C'est vous dire que ce sont des choses très précises. Et voilà ce que l'on voit à peu près. Je pensais que vous allez dire « Oh, waouh », mais bon. Vous voyez quand même. C'est bien. Voilà ce que l'on devrait voir et que l'on ne voit plus. Et cela a des conséquences. Nos ancêtres voyaient le ciel comme ça, nous ne voyons plus rien. Or, il faut savoir que le ciel, la vision du ciel, ça a été l'origine des civilisations. Et même, pardon, un mathématicien, philosophe, businessman, Thalès, le monsieur du théorème qui n'a très certainement pas mis en place, qui disait « Regardez le ciel plutôt que vos pieds ou votre smartphone ». Ah, quand même. Et alors Platon qui était l'élève de Socrate et le professeur d'Aristote, lui, il disait « Excusez-moi, c'est l'émotion ». L'astronomie oblige l'âme à regarder vers le haut et nous conduit de notre monde à un autre monde. Et alors, il faut bien comprendre, souvent, j'entends encore des gens qui parlent d'obscurantisme. Et là, on s'aperçoit très bien que ces gens-là ne sont pas très loin d'ignorance parce qu'il faut remonter très loin pour voir l'inventivité des gens. En particulier, vous avez au VIe siècle, avant Jésus-Christ, ou au IIIe siècle, des gens comme Parménide qui avaient déjà trouvé que la Terre était sphérique au centre de l'univers. Bon, là, ils se plantaient, mais ils commençaient déjà à calculer des distances entre les astres. Aristarque avait trouvé bien avant Copernic que la Terre tournait autour du Soleil. Anaximandre, qui lui est le père de la démarche scientifique, de l'esprit, de la culture scientifique, qui fout le camp maintenant, notamment en France. Vous avez également Héraclite, que je n'ai pas mis là, et qui avait trouvé que la Terre tournait autour d'elle-même. Et puis vous avez Hipparchos, dont on va reparler, qui lui a fait le premier catalogue des étoiles. Et alors ces gens-là n'avaient pour tout instrument que les phases de la Lune et que la longueur des ombres, des stylets, des cadrans solaires. Alors la Voie lactée. Voici une photo. Je vais essayer de prendre chaque fois que je le pourrai des photos qui ont été prises par les membres de notre association. Pascal a pris cette superbe photo. Voilà la Voie lactée, qui est une espèce de grand nuage qui traverse le ciel, avec un nom très bizarre. Ce nom, ça vient de ce que vous voyez ici, une peinture du Tintoret, qui était un peintre vénitien. On voit ici le monsieur qui nage dans l'espace, comme Thomas Pesquet dans l'ISS, qui était Zeus. Zeus, c'était le roi des 12 dieux de la mythologie grecque. Il était marié à la dame qui fait la sieste, généralement pas trop vêtue, et le Zeus avait des milliers de maîtresses. Et dans la Grèce antique, chaque fois qu'on voyait une jeune femme qui attendait un bébé et que l'on demandait quel pouvait bien être le père, elle répondait souvent « c'est Zeus ». Alors Achmed, qui était une des maîtresses de Zeus, avait un bébé fantastique qu'on avait appelé Héraclès, que les Romains, lorsqu'ils ont colonisé la Grèce, appelaient Hercule. Et Zeus trouvait que ce bébé devrait être éternel. Mais pour être éternel, comme sa mère n'était pas elle-même éternelle, n'était pas déesse, il fallait que le bébé tète du lait d'une déesse, c'est-à-dire de l'épouse de Zeus, qui était Héra, la déesse des femmes et du foyer. Alors il a mis le bébé contre son épouse pour qu'il puisse téter, et comme
Héraclès et Hercule étaient déjà très forts, il a commencé à tripoter un peu la dame qui s'est réveillée, et il y a du lait qui a jailli, et alors Zeus a envoyé ce lait et tout le monde dans le ciel. C'est pour ça que nous avons des cartes actuellement qui reflètent toutes les colères de Zeus. Vous avez Cassiopée, qui était la reine d'Égypte, la mère d'Andromède, Andromède qui était la Miss Univers de cette époque, la plus belle fille du monde. Et puis vous avez également Céphée, qui était l'épouse de Cassiopée, la mère d'Andromède, pardon. Hercule également, il y a eu droit, Pégase, etc. Et alors, il y a eu également ce qu'on a appelé le songe de Charlemagne, c'est-à-dire que Charlemagne, au retour de Rome, où il s'était fait couronner empereur par le pape, avait eu une vision d'un ange qui lui disait d'aller délivrer la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Alors évidemment, Charlemagne, on y va, là-bas, j'ai pas de GPS, et en fait, il suffisait de suivre la Voie lactée qui vous menait tout systématiquement dans une direction sud-ouest-ouest. Alors, plus sérieusement, Galilée, le très grand Galilée, qui a été le premier à observer à partir d'un instrument. Il était complètement myope, et donc c'était un professeur de mathématiques à côté de Venise, à Padoue. Il a été prof pendant 18 ans, et un de ses élèves, lorsqu'il a eu fini sa scolarité, lui avait offert une lunette qu'il a un peu bricolée. Ça lui a permis de voir les satellites de Jupiter. Vous connaissez la suite. Il a écrit le premier livre d'astronomie observationnelle, le Siderus Nuncius. Et dans une page, on voit très bien qu'il raconte que la Voie lactée, ici, c'est en fait une multitude d'étoiles. C'est la première fois que l'on s'apercevait, on est en 1610, c'est l'année où Henri IV a été assassiné, et où il donne, d'une part, il appelle ça la Voie lactée en latin, et puis également, il le donne en grec, galaxiké, galak, en grec voulant dire le lait, et on retrouve le fameux lait d'Héra. Donc c'est pas du tout Hubble comme on l'entend dans les livres officiels, mais c'était Galilée qui a prononcé la première lettre. Alors tous ces gens-là avaient des outils très particuliers. Bon, vous avez la lunette de Galilée, vous avez le télescope, et puis le grand télescope de Herschel, c'était un télescope où il fallait tout un échafaudage, où il fallait regarder sur cette nacelle, rentrer la tête, l'oculaire était à l'intérieur, et il y avait un grand cercle avec des roues qui permettaient de tourner. La monture équatoriale sera inventée par l'opticien Fraunhofer un siècle plus tard. Et alors, Herschel, c'était un type très bien, il faisait partie de tous ces gens qui vivaient dans l'ombre de Newton, qui était la vedette de l'époque, des gens comme Leibniz pour la philo et les maths. Herschel également. Herschel est un musicien germanique. Il a écrit des symphonies, des concertos. Il a surtout trouvé le rayonnement infrarouge en mesurant les températures des couleurs de la lumière. Il avait trouvé également la planète Uranus et il avait amené Caroline, sa sœur, qui observait dans un petit télescope que l'on a vu lors d'un voyage d'études que nous organisait Jean-Pierre à Cambridge. Comme c'était une naine, elle mesurait 1,10 m, on lui avait fait un petit télescope et elle a pu voir la Voie lactée. Ce fut la première qu'il a dessinée. Et on voit qu'il y a des petits points lumineux, c'était ce qui allait devenir pour nous des nébuleuses. Alors maintenant, évidemment, on a tout ce qu'on veut, on a des télescopes sur Terre, on travaille encore avec des transits, comme les transits de Vénus, mais surtout, voici tous les télescopes par l'Agence européenne et notre fameux Gaïa dont nous allons beaucoup parler, avec le James Webb qui a été lancé, comme vous savez, il y a quasiment 1 an. Alors là, la Voie lactée, au point de vue astronomie, se trouve dans l'alignement de la constellation du Cygne et de l'Aigle, et c'est cette bande que l'on peut voir assez facilement.
Et cette bande, voici notre ami Jean-Philippe, que je n'ai pas vu d'ailleurs. On devrait faire l'appel, au fait, pour nos gens de l'association. Ou alors, pour les absents, augmenter la cotisation. Et donc, vous avez ici, on revoit les nébuleuses de Caroline, et c'est Jean-Philippe, vous voyez, c'est pas très vieille, la photo. Il faisait ça pendant le Covid, il n'avait pas autre chose à faire. Alors, ce qui est important, c'est que nous devons étudier un système. Le problème, c'est que nous sommes à l'intérieur du système. Et par conséquent, ça va poser d'énormes problèmes, puisqu'on ne verra jamais ce que nous étudions. Alors, ce que l'on étudie, en fait, ce que l'on comprend maintenant depuis la première remarque de Galilée, c'est que la Voie lactée, c'est une galaxie que nous voyons, nous sommes à l'intérieur même de cette galaxie que l'on voit ici, et donc nous la voyons par la tranche, et c'est tout à fait nouveau parce que nous allons pouvoir étudier ça sans trop savoir ce que c'était au départ. Alors les étoiles sont dans les galaxies, voici encore une autre photo de Jean-Philippe. Toutes les étoiles que l'on voit, ce sont les étoiles qui sont entre nous-mêmes, entre la Voie lactée et Andromède. Andromède se trouve à 22 milliards de kilomètres ou à 2,2 années-lumière. Alors, les galaxies, voici une photo qui a été prise par Sylvain, qui n'est pas là non plus. Tu noteras, s'il te plaît. Donc, voilà une photo qu'il a prise à Plaisir, dans le quartier de la Gare, où il habite. Vous voyez, il y a plein de galaxies, ici, là. C'est quand même une très belle photo. Hein. C'est NGC 4565. Et, alors, si vous voulez le voir, c'est assez facile. Tiens, j'ai loupé quelque chose. Non, bon. J'en suis où, là? Ici. Oui, alors regardez, pour les gens qui suivent, vous voyez que cette superbe photo faite par Pascal, il y a des problèmes ici, que l'on a découvert petit à petit, et ça va être l'objet justement de ce dont on va parler. Parce que vous commencez à avoir compris qu'il a dû se passer des remue-ménages très complexes dans le temps passé. Si vous voulez voir la galaxie d'Andromède, c'est assez facile. Alors c'est très valorisant parce que ça vous permet de voir avec vos yeux le point le plus éloigné que l'on peut voir, 22 milliards de kilomètres. Vous partez de Cassiopée, qui est assez facile, c'est la constellation qui est diamétralement opposée par rapport à la polaire. Vous avez un W dans le triangle de droite. Vous tracez une hauteur, vous tombez sur une étoile, et puis avec vos jumelles, par deux oculaires comme ça, vous tombez sur un que l'on voit exactement comme ça. Vous êtes tout content, vous avez vu Andromède, comme quand vous étiez petit, vous avez vu les anneaux de Saturne. Et le président américain, lui, on lui a donné un superbe numéro, et il a vu, au mois de juillet, cette superbe photo que vous avez toujours vue. J'en ai mis une autre pour notre ami Jean-Pierre, qui n'arrête pas de nous dire que ferons-nous lorsqu'il n'y aura plus Hubble. Alors voilà une image de Hubble, la même avec James Webb. Vous voyez que Hubble, c'était pas mal non plus quand même. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails dans la partie de James Webb. Alors tout ça pour nous dire que, et nous, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes pas très loin de la galaxie d'Andromède, la galaxie de Voie lactée, dont en anglais ça s'appelle Milky Way, évidemment. Et cette galaxie qui est à peu près pas tout à fait 2 fois plus petite que sa jumelle, disons-nous, bien que vous allez voir que ça ne ressemble pas beaucoup. Alors là, vous n'allez rien comprendre, mais c'est pour vous donner une idée. Les carrés en rouge que vous voyez, c'est tout ce qui gravite autour de notre galaxie. Les carrés en bleu, c'est tout ce qui gravite autour de Andromède. Et tout ça pour vous dire que nous avons maintenant 56 galaxies à proximité de la nôtre. Nous allons le voir un peu mieux dans le slide suivant. Voilà, là on y voit plus clair. Vous voyez, il y a tout ça. Alors, il y a la plupart, en 5 ans, on a multiplié les découvertes par 2. En 5 ans.
Alors, vous voyez, Andromède, c'est un peu pareil. Donc, nous travaillons là-dedans. Alors, c'est très important parce que cette profusion d'étoiles va nous permettre, il y a des gens qui vont commencer à mieux cerner la matière noire. Alors voilà, on commence à en voir, maintenant qu'on sait que ça existe, mais enfin, c'est très peu visible. On a appris il n'y a pas longtemps qu'elles étaient toutes dans un même plan ou à peu près perpendiculairement à la Voie lactée, et on ne sait pas pourquoi. Je vous ai mis ce slide parce que je trouve que les couleurs sont jolies. Et alors, eh ben ouais, ben vous allez voir au point de vue couleur, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, notre groupe local est attiré par un autre groupe beaucoup plus grand, le groupe de la Vierge, Virgo, à une vitesse de 30 km par seconde. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait quand même du 108 000 km à l'heure. Hein. Et voilà un peu où se trouve l'amas de la Vierge. Ici, vous voyez, il y a plein d'autres amas, comme ceci. Alors, on va en voir d'autres, vous allez voir. Voilà, ça se trouve très loin. La Vierge, alors l'étoile la plus importante, c'est Spica. On peut la voir assez facilement. On reprend la casserole de la Grande Ourse, on prend le manche, on descend vers une étoile brillante qui s'appelle Arcturus, on redescend encore et on trouve Spica. Et là, on voit une lumière qui est partie il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire du temps des dinosaures, enfin des dinosaures qui commençaient à disparaître. Et donc voilà toutes les distances, autrement dit, on est dans un vide extraordinaire. Alors voilà l'amas des galaxies, l'amas de Virgo, on voit plein de galaxies comme ça. La galaxie la plus grosse, c'est M96, que mes amis connaissent bien, qui se trouve ici. Et c'est là où on a vu pour la première fois la photo d'un trou noir. Voilà donc ici où se trouve le super amas par rapport au groupe local que vous voyez là. C'est pas à peine que je me déplace, vous voyez, ici et là. Et si on continue, il y a des amas d'amas et on arrive à l'amas Laniakea, qui est un nom hawaïen qui a été trouvé par un astronome qui était de l'observatoire de Nice, toujours l'observatoire de Nice, s'appelle Brent Tunney, et ça veut dire en hawaïen oraison cosmique lointaine. Alors ça nous donne ça, vous voyez, alors ce n'est pas l'univers, c'est un morceau de l'univers, c'est l'univers que l'on connaît le mieux, alors c'est très important parce qu'on commence maintenant, notamment en France, à calculer ce qu'on appelle les grandes structures. Voilà, c'est le rêve d'à peu près, enfin, vous savez que lorsqu'on fait de l'astronomie, lorsqu'on fait de la recherche à un bon niveau, il faut aussi faire de la philosophie, il faut faire de l'histoire. Et vous allez voir que maintenant, on commence à trouver, voilà tout ce que l'on peut voir, enfin qu'on peut voir, bon, c'est évidemment un dessin, mais ça donne une idée de l'ensemble des objets qui se trouvent entre nous et le bord de l'univers. Et ici, on voit des gens, alors nous en connaissons quelques-uns, avec Jean-Pierre notamment, Sarah Bosman, qui est une jeune chercheuse luxembourg-britannique et je ne sais quoi, Hélène Courtois, dont on va reparler, qui est une Française, Daniel faut dire autre chose, Pomarède, qui est j'ai pu discuter avec lui il y a un peu plus d'un mois, et Jean-Michel Alimier, que Jean-Pierre connaît très bien. Tous ces gens-là sont spécialisés dans ces courants cosmiques dont les nœuds se traduisent par des amas de galaxies dont je viens de parler. Alors on se trouve Laniakea, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui a été trouvé, qui est une espèce de, pas de coquille, mais d'ensemble assez fermé, avec tous les filaments dont je parlais. D'ailleurs, Hélène Courtois, dans son équipe, avait embauché des hydroéliciens pour essayer de mieux comprendre l'organisation de ces courants. Et voilà ce que ça donne, le fameux Laniakea. Alors je vous montre ça pour deux raisons. D'abord parce que maintenant nous voyons, nous savons où ça se trouve, nous en avons les coordonnées des filaments cosmiques que l'on voit ici, et nous habitons là. Et alors retenez bien le nom de cette dame,
Hélène Courtois, qui a moins de 40 ans, ce qui veut dire qu'elle aura le Nobel assuré dans 35 ans, exactement comme Alain Aspect. Alors ça nous ramène tout ça au Soleil qui tourne autour de notre galaxie en 230 millions, qui est à 27 années-lumière du centre d'un truc, on ne sait pas trop ce que c'est, et depuis le début de ce que l'on croit être un début d'univers, on a déjà fait 18 fois le tour, et ça posait de gros problèmes. Alors tout ceci émet des rayonnements qui sont captés par ces superbes radiotélescopes qui se trouvent en Australie, dans la banlieue de Canberra, c'est-à-dire pas très loin de Melbourne. C'est ce radiotélescope qui a capté les premiers signaux d'Apollo 11, des gens qui piétinaient la Lune. Alors ils ont trouvé il y a quelque temps ce qu'ils ont appelé des galaxies cachées. On en a dénombré 883, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et donc, ça fait partie des éléments où on a voulu savoir vraiment mesurer de façon beaucoup plus précise. Et cela donne des catalogues d'étoiles. Ces catalogues d'étoiles, on en a trouvé un incroyable au mois d'octobre de cette année avec un palimpseste. C'est autrefois les scribes du Moyen-Âge réutilisaient les pots sur lesquels ils écrivaient ce qu'ils avaient à écrire, ils effaçaient ce qu'il y avait précédemment, etc. Et par tomographie, on a réussi à retrouver le premier catalogue d'Hipparcos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça ne sert absolument à rien, c'est purement historique, mais c'est quand même assez exceptionnel. On avait déjà trouvé au Mont Saint-Michel, de la même façon, un écrit d'Aristote. Il y avait un livre qui était paru, Aristote au Mont Saint-Michel. Donc, on a donc des catalogues pour bien mesurer où se trouvent notamment les étoiles, les galaxies, etc. C'est simplement des listings avec des coordonnées et avec quelques paramètres. Et maintenant, nous allons avoir des catalogues d'une autre nature. Voilà les catalogues de nos grands-parents qui étaient un peu comme ça. C'était la spécialité de l'Observatoire de Paris pendant des dizaines d'années. Ça donne des cartes. Voici une carte de ma collection personnelle qui date du XVIIe siècle. Alors c'est très beau, on a vérifié avec Jean-Claude Torel, les étoiles sont au bon endroit. Et maintenant, nous avons des cartes que mes petits camarades connaissent avec des coordonnées faciles. Vous avez ici sur la gauche en ordonnée la déclinaison, c'est-à-dire la hauteur des étoiles par rapport à l'horizon. Et vous avez en abscisse des ascensions droites qui permettent, selon la progression de la rotation de la Terre, de mesurer un peu où se trouvent les dites étoiles. Et maintenant, voilà ce qu'on peut avoir. Les couleurs, évidemment, sont fausses, mais voici ce dont je parlais, c'est-à-dire, maintenant, on peut mesurer les endroits où se trouvent les matières. Alors, les couleurs signifient des matières particulières. Il y en a où il y a de l'oxygène avec du carbone ou tout ce qu'on veut. Vous voyez ici l'ensemble d'Orion. Vous avez ici le Taureau, la nébuleuse de Californie, etc. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Alors évidemment, c'est la résultante de logiciels hyper complexes. Alors j'avais dit précédemment dans un autre exposé que nous avions plusieurs types de signaux qui nous viennent de l'univers, et mon ami Olivier m'a dit, n'oublie pas les neutrinos, donc j'ai mis ça uniquement pour te rendre service. Alors, un petit mot sur les spectres, parce que vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est. Lorsque Newton n'a pas fait que pomper tout ce que faisaient les autres, il a quand même trouvé pas mal de choses. Il mérite sa notoriété, mais enfin, il faut savoir qu'il était à l'origine de beaucoup de procès en copyright. Et donc, il y a un opticien germanique, je dis germanique parce que l'Allemagne n'existait pas, à Munich, Fraunhofer, qui essayait de voir au microscope ce que Herschel avait vu lui-même pour essayer de trouver le rayonnement. Il appelait ça le rayonnement calorifique, c'est-à-dire infrarouge. Et alors, pour bien comprendre,
il voulait séparer ce qu'il observait par des sortes de raies pour faire comme des sortes de tiroirs. Et il avait modifié des réflecteurs un peu par des gravures qu'on appelle des gratings, et ça donnait à peu près ce genre de choses comme ça. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'avec ce système-là, ça permet de comprendre la nature de la matière qui se trouve dans l'objet que l'on présente. C'est une espèce de code-barre, un peu comme ça. Alors, Fraunhofer, il n'y comprenait rien. C'est un gars que l'on connaît quand on est à l'école ou quand on est en bizutage, qui s'appelait Kirchhoff, avec son copain Bunsen, le gars du bec. C'était le bec Bunsen, d'ailleurs, avait été trouvé par Faraday. Et c'est lui qui a pu trouver que ces raies pouvaient être utilisées et pouvaient signifier que la lumière que l'on reçoit traverse des gaz ou au contraire traverse du vide ou traverse d'autres matières. Et puis, son copain Bunsen, qui lui était chimiste, s'est mis à collectionner en laboratoire. On a refait des expériences en fonction de certains éléments et on avait des catalogues qui nous disaient cette raie à cet endroit, c'est du carbone, là c'est du silicium, etc. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, ça nous a donné, on a refait des télescopes qui permettaient, selon ce que l'on veut voir, de se spécialiser. Vous avez, par exemple, ici Gaïa, le geste web, vous avez Herschel, Planck, etc. Et là, il y a une raie très particulière qui est la raie d'hydrogène, qui est très grande, dont les réflecteurs sont très faciles à construire, et surtout, étant donné que l'univers est composé encore d'hydrogène, alors je n'ai pas le temps de vous détailler un peu la part de matière noire, la part d'énergie noire, la part de la matière baryonique, c'est-à-dire des particules, et simplement nos étoiles, etc., ça porte plus seulement 1% de l'univers, mais c'est de l'hydrogène, donc on peut aller très loin dans le début de l'univers, ce qui permet de remonter le temps. Et l'année juste avant le Covid, nous avions organisé un voyage d'études à Noordwijk, à côté d'Amsterdam, où se trouve le centre technique de l'Agence spatiale européenne, et j'avais demandé à ce qu'on s'arrête à Leyde, là où on avait construit des bouteilles autrefois, et où dans la ville, il y a des tags qui, en fait, c'est la ville où il y avait Lorentz, avec les transformés de Lorentz, où est venu De Sitter qui travaillait avec Einstein, donc il y a des tags qui sont des équations, c'est assez extraordinaire, et Oort, lui qui travaillait sur la structure de la galaxie, a demandé, alors il ne pouvait rien trouver, le pauvre malheureux, parce qu'il y a des poussières partout, et donc il ne pouvait pas savoir ce qui se passait derrière des gros nuages, notamment vers le côté opposé du Soleil. Et il a demandé à un étudiant d'étudier cette fameuse raie, et l'étudiant en a eu le prix Nobel, on n'a pas attendu 35 ans comme d'habitude. Alors voilà ce qu'il a trouvé en 1951, et 7 ans plus tard, on a affiné ce que l'on trouvait, et on a trouvé ça, et on en a déduit que notre galaxie, la Voie lactée, était comme ça. Alors on ne comprenait pas grand-chose, et comme on avait par ailleurs des stocks de photos, bon, pas aussi jolis que celle-là, on s'est aperçu qu'il y avait des sortes de bras, des sortes de spires, un peu comme les spires de la série de Fibonacci, et on s'est dit, eh ben, notre galaxie, elle a aussi des bras, et donc on est parti là-dessus. Et alors, des bras, on n'en manque pas, on en a eu jusqu'à 8, et on s'est dit, voilà, ça y est, voilà la Voie lactée. Et là, alors on a commencé, on s'est dit, mais c'est quoi ces bras? Alors on commençait à voir d'autres galaxies où il y en avait beaucoup moins, où on ne savait pas bien. Alors on arrive, James Webb a trouvé un truc, alors c'est bien, mais c'est un peu pour se valoriser. On voit bien que les bras, ce n'est pas tout à fait des bras, qui se communiquent entre eux, qui ne sont pas ce que l'on attendait. Bref, on est un peu dans le brouillard, on a commencé à chercher,
Et on s'est aperçu que là où nous nous trouvions, ici, il se passait des choses, là, ici, parce que vous voyez, les spires, c'est plus tout à fait des spires. En prime, nous, on n'était même pas sur un bras. Et alors, on a continué. Ah, tiens, c'est pas facile, il faut que je fasse du footing, là. Et donc, on a compris. Non, il ne peut rien, ils ont reculé l'écran. Avant, c'était là, c'était plus facile. Maintenant, il faut y aller, là. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait comme un défaut. Vous voyez, le point jaune que j'ai mis là, c'est le soleil. On n'y comprend pas grand-chose. Alors maintenant, on a cherché et on a vu, il y a des Japonais qui s'y sont mis, ils ont commencé à mettre des pointillés en disant peut-être que c'est pas comme on avait cru. Et puis on a commencé à les dessiner, on s'est aperçu qu'il y en avait qui partaient un peu dans l'autre sens. Bref, il y avait un problème. Ce problème, on y comprenait de moins en moins. Voilà, nous sommes là maintenant autour du soleil, de notre soleil. Voilà, si on regarde vers le centre de notre galaxie, ça se précise, le problème se précise et s'amplifie. On continue encore comme ceci, et bref, on arrive à un moment donné à un truc, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pensait, c'est cabossé de partout, en un point même que ça se trouve comme ça. Vous voyez un peu où l'on se trouve. Vous voyez qu'on est très loin des spires initiales. Alors regardez ce que ça donne. Si on a voulu le transcrire à la photo initiale. Et alors là, on s'est dit, enfin il y avait pour d'autres raisons évidemment, on va construire, on est paumé dans les catalogues, dans la façon de positionner les astres. On va trouver un satellite, c'est ce qui a été conçu à Saclay. Et alors ce satellite, on en avait déjà un, qui s'appelait Hipparcos. Alors c'est un satellite qui doit mesurer les positions de chaque étoile, plus des paramètres complémentaires que nous allons voir. Et on avait déjà fait ça un peu avec Hipparcos en 89, on avait trouvé 118 étoiles qui avaient été prédéterminées, qui étaient des cibles. Là, il nous faudrait un système qui balaye l'ensemble de l'univers visible. Alors notre fondateur, Jean-Claude Torel, a travaillé sur les résultats, parce que c'est encore l'Observatoire de Nice qui a été sollicité, et qui a trouvé tout ce qui concernait notamment les étoiles doubles ou des étoiles qu'on ne connaissait pas très bien, alors qu'avec Gaïa, on va pouvoir scruter 2 milliards d'étoiles jusqu'à la magnitude 20, c'est-à-dire une brillance très très faible, et on va faire ça avec des spectromètres. C'est pour ça que je voulais parler un peu de spectre tout à l'heure auparavant. Et voilà ce que ça donne. Vous avez ici ce qu'a trouvé Hipparcos. Vous avez ici ce que l'on voit avec tous les télescopes terrestres. Et vous avez ici tout ce qui a été trouvé déjà maintenant par Gaïa. Et alors Gaïa publie régulièrement divers catalogues. Nous en sommes au numéro 3. Il y en aura 2 autres jusqu'à 2025. Alors, comme nous a dit nous avons une nouvelle copine avec Jean-Pierre qui s'appelle Paola, qui travaillait sur Gaïa et qui nous a dit qu'il en fallait 2 autres. Alors, Gaïa, j'ai mis très longtemps à savoir ce que ça voulait dire. Hein. Gaïa, normalement, si on revient à Zeus, c'était la déesse de la Terre. Alors, ça veut dire global astrométrique, interrométrie, fort astrophysique, c'est-à-dire que ça va être un système d'astrométrie, c'est-à-dire qui va mesurer des astres. 5 catalogues. Alors, ces catalogues sont envoyés régulièrement, progressivement, pour que les chercheurs puissent commencer à travailler sans attendre la fin de la mission qui est prévue pour 2025. Et alors, Gaïa va redessiner en 3D la Voie lactée, étoile par étoile, et au-delà. Alors, ça veut dire, il y a des gens à l'Observatoire de Nice encore qui disaient, avant Gaïa, on avait une vision moyenâgeuse du monde, il y avait des continents qui manquaient, des profils de pays qu'on ne connaissait pas bien. Depuis 2016, on commence à voir des continents tels qu'on a sur Terre, des paysages, etc.
Alors c'est une véritable révolution pour le monde de l'astronomie. Alors j'ai parlé de Saclay, voilà les gens qui ont travaillé sur la conception de Gaïa. Il y a 450 chercheurs de 25 pays. En France, il y a 40% des effectifs, ce qui est quand même énorme. Il y a des cellules Gaïa dans les grands observatoires, évidemment à Meudon, évidemment un peu. Alors, le constructeur est Astrium, à Elancourt. Il s'agit maintenant d'Airbus Space. Et il y a déjà 6000 articles qui ont été publiés. C'est-à-dire, lorsqu'on tombe sur une découverte, pour faire valider par toute la communauté scientifique cette découverte, il faut des articles qui décrivent cette découverte soient validés par un réseau de spécialistes. Et il y en a un grand nombre qui ont été écrits par des Français. Alors voilà ce que Gaïa fait d'abord de un astromètre, c'est-à-dire, alors je l'ai souligné 2 fois, on va pouvoir étudier étoile par étoile ses mouvements. C'est très important parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des étoiles baladeuses, on ne sait pas ce qu'elles viennent foutre là où elles sont, il y a des étoiles qui vont dans un sens, des étoiles qui vont dans l'autre, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas au même ensemble que ceux auxquels on s'attendait. Ensuite, la spectro va nous permettre de connaître des couleurs. Toutes les étoiles ont des couleurs. Les étoiles bleues sont des étoiles jeunes avec une très forte température, dont on va voir la température avec la couleur. Il y a des étoiles jeunes bleues qui vont jusqu'à 50 000 degrés de température de surface. Notre Soleil fait 5700 degrés. Sa masse, avec sa luminosité, l'âge. Alors l'âge, c'est très important, parce que encore Jean-Claude Torel me disait la semaine dernière, mais nom de Dieu, comment fait-on pour calculer l'âge? Alors je sais l'expliquer, mais ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si je savais expliquer ou s'il ne comprenait plus rien. Mais ça vient des générations successives d'étoiles, j'en reparlerai dans le détail dans un instant. Et puis il y a des densités de poussière énormes. Ensuite, il y a le spectrophotomètre, c'est-à-dire un peu ce qu'avait imaginé Bunsen au XIXe siècle, où l'on peut retrouver avec les raies des spectres, si on a du zirconium, du titane, du soufre, du silicium, du magnésium, etc. Et puis, nous avons les vitesses radiales, c'est-à-dire pour savoir si une vitesse radiale, c'est si l'étoile vient vers nous ou si elle s'échappe au contraire, et également les moments cinétiques des rotations de ces étoiles qui nous permettent de savoir un peu plus quelle est leur spécificité. Alors tout ça, ça nous donne la connaissance de notre galaxie, formation, évolution des différentes populations d'étoiles. Alors ça, c'est très important parce que c'est là que si on avait des profs qui commencent à comprendre à quoi sert ce qu'ils annoncent, ce qu'ils enseignent, on verrait que la théorie des ensembles, ce n'est pas quelque chose de fumeux qui permet d'avoir des mauvaises notes ou de se diriger vers le technique. Ensuite, la dynamique de notre galaxie et du groupe local, qui vous avez commencé à voir, qui se balade dans tous les sens, des orbites, de la physique de planètes, d'étoiles, même d'étoiles rares, des exoplanètes, ça on n'y est pas encore arrivé, des astéroïdes également, ça je ne vais pas en parler parce que j'ai moi-même pas tout compris comment y procéder, et puis même on fait des tests de relativité générale parce qu'il y en a qui passent leur vie à essayer de coincer Einstein et n'y sont jamais arrivés. Alors voilà ce qu'on obtient un peu, on y reviendra évidemment, et peut-être que Jean-Pierre me posera la question, d'où vient ce noir? Eh bien, ce noir, c'est justement la galaxie que l'on voit, la Voie lactée que l'on voit ici. Alors on reconnaît plein de choses, hein, vous regarderez si ça vous intéresse, là ici vous avez la constellation du Taureau, là ici vous avez la licorne, ici Monocéros, ici vous avez Orion, les voiles, le Scorpion, etc. On retrouve à peu près tout, le Sagittaire qui se trouve par ici. Ah, putain, il faut y aller là. Hein.
Avant, j'ai ma zapette qui ne marche pas. Et alors, on peut zoomer. On peut zoomer, et puis même, on peut aller tellement zoomer qu'on arrive à la photo, comme ici, par exemple, où l'on voit. Alors, OB, ça veut dire que c'est une étoile ancienne qui, dans les catégories d'étoiles qui sont classées par des lettres, selon les températures, les magnitudes, etc. Et là, bon, je vais aller assez vite, on ne va pas détailler dans le détail toute la structure de ces satellites. Il ressemble un peu au James Webb, en cela qu'il a une corolle qui permet de cacher du Soleil tous les instruments. Ce qui est important, c'est que comme il va travailler avec des messages venant de l'univers, il va donc y avoir des miroirs. Il y aura jusqu'à 8 miroirs. Il y a 2 miroirs principaux et 2 télescopes pour travailler en parallaxe. La parallaxe, j'en dirai un mot dans un instant, c'est quelque chose qui permet de mesurer des angles et par rapport à une distance, avec un calcul de trigonométrie très simple, on en déduit la distance, justement, la distance radiale. Et alors, c'est quelque chose de très compliqué. D'abord, on a utilisé du carbure de calcium et uniquement des fibres optiques pour avoir une très grande stabilité des instruments. Le carbure de calcium, c'est une espèce de céramique semi-conducteur très stable, parce qu'on va se trouver dans le froid de l'univers, le matériel peut chauffer, et puis des fibres optiques également pour qu'il n'y ait pas de la moindre vibration. Par exemple, les gyroscopes seront faits en fibre optique, par exemple. Alors, il y a un système qui avait été mis au point à Elancourt et ensuite à Toulouse. Les ingénieurs appelaient ça la trompe d'Eustache, parce qu'il fallait avoir une très grande distance focale. Là, la distance focale est de 35 mètres, c'est-à-dire 2 fois la distance focale de la grande lunette de Nice ou de Meudon. Et tout ça dans un espace de même pas 1 mètre carré. Donc il a fallu faire un enroulement très compliqué avec un cheminement optique et des miroirs de renvoi dans tous les sens. Et ça marche impeccable. Alors voilà, hein, ça fait 2 tonnes, 3 mètres de haut. Là au moins on comprend. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir, mais moi oui. Alors comme vous voyez, il y a une corolle. Et le problème, ça va être de savoir comment enfermer tout ce système très large dans une coiffe de fusée. D'autant plus que ce sera une fusée Soyouz russe. C'était le bon temps, maintenant c'est plus possible. Donc voilà un petit peu tout ce que cela fait. Ce chemin optique aboutit sur un ensemble de détecteurs extrêmement précis. Voilà un peu la construction. Là, ça se passe à Toulouse. Je repasse encore après. Là, c'est la salle blanche à Kourou, avant le lancement. Voilà, le lancement, alors c'était important parce que ça a servi de test de déploiement pour le James Webb, parce qu'on a dû enfermer tout ce système-là dans la capsule en haut de la fusée, comme ceci. La semaine dernière, on a expliqué cela aux élèves du collège Apollinaire, comment est-ce que les satellites arrivaient à justement être satellisés, comment la coiffe sortait, comment les petits rétrofusées qui vont vous permettre de réguler les orbites vont s'allumer et comment la corolle va se défaire. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais les élèves, eux, ils avaient compris. Alors ici, on voit qu'il y a certaines... C'est qu'une similitude, c'est-à-dire que ce sont deux télescopes qui ne font pas du tout la même chose, mais qui sont conçus un peu de la même façon, avec un grand écran thermique et qui sont posés sur ce qu'on appelle un point de Lagrange, L2. On va voir ce que c'est. C'est un système, il y a quelque chose de très compliqué qui avait été calculé par Poincaré, notamment par Lagrange et par d'autres. Le problème à 3 corps. Quand il y a 2 corps, on peut utiliser les formules de Newton, mais à partir de 3 corps, ça se complique considérablement. Et là, il y a un cas particulier où lorsque
Dans les 3 corps, il y en a 2, il y en a un dont la masse est infinitésimale par rapport aux 2 autres. L'attraction gravitationnelle des 2 autres s'annule, et par conséquent, à ce point-là, pas par là ni par là, et donc à ce point-là, on peut poser des satellites, et là on voit les 2 télescopes qui vont balayer l'univers et qui vont nous faire vont pouvoir calculer les angles et qui vont nous permettre de faire des mesures très précises. Alors voilà ce que ça donne, ce point L2, où il y a d'autres satellites, où il y avait d'autres satellites, le satellite Herschel, qui lui aussi est évidemment infrarouge. Alors il y a 3 sortes d'infrarouge, mais on ne rentre pas dans ce détail. Planck pour le premier flash de l'univers, Wilkinson, où les Américains ont voulu quand même se mettre de la partie, et puis nos 2, James Webb. Alors voilà ce que ça donne un peu. Alors, il y a un balayage, c'est ça qui est nouveau, par rapport à Hipparcos notamment, ou à d'autres satellites, où on balaye l'ensemble de l'univers visible à ce moment-là. Et ça va très loin parce que on repasse plusieurs fois sur les mêmes étoiles ou sur les mêmes objets, jusqu'à 70 fois. Donc imaginez un peu la précision. Alors tout ceci est récupéré par des radiotélescopes. Il y en a 3, il y en a 2 en Espagne et un en Australie, qui est évidemment très gros. Alors on voit les salles de contrôle ici. Alors l'Australie, que je connais pour des raisons personnelles, c'est un désert, c'est 22 fois la France, et c'est un tiers, même pas un tiers de la population. On ne peut pas dire un tiers parce que en France ça augmente tellement vite qu'on n'a pas le temps de calculer. Alors, on récupère à Darmstadt, du côté de Munich, je crois, Jean-Pierre, tu me corriges si je dis une bêtise, où les gens de l'Agence spatiale européenne vérifient la progression dynamique du télescope. À Toulouse, on récupère les données, ici au centre spatial du CNES, où j'aurais dû aller travailler. Et là, tous les résultats sont concentrés dans des bases de données qui se trouvent à Strasbourg, avec les fameux grands logiciels qui vont permettre de transformer visuellement les paramètres qu'on aura pu capter, et ça donne des choses comme ça. On le verra dans le détail tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est extraordinaire. Regardez, ça c'est le centre de la Voie lactée, ce qu'on appelle la tortue, on le reverra tout à l'heure. On voit toutes les étoiles là. C'est d'une précision inimaginable, et ces logiciels vous permettent de crapahuter là-dedans en fonction des paramètres, on clique, ça zoome, c'est quand même exceptionnel. Et là, si vous voulez voir plus près, vous voyez, vous allez au niveau des étoiles, vous voyez tous les petits ronds, ici ce sont des étoiles, vous pouvez avoir la densité, vous pouvez avoir la masse, vous pouvez avoir la matière, etc. Vous voyez, c'est tellement précis. Et alors, regardez, c'est récent, hein, vous voyez, 2022. Et les 2 autres slides également, c'était fait par les mêmes gens, qui se trouvent à Strasbourg, évidemment. Alors, en juillet de cette année, alors le DIPEC, ici, c'est le nom du consortium qui étudie l'ensemble des résultats. Ça veut dire Data Processing Astrometry Consortium. Alors, ça s'est fait à l'Observatoire de Nice, ça s'est fait à Grenoble, à l'IPAG, et ça s'est fait à Strasbourg, ici, où on collecte l'ensemble. Le catalogue actuellement s'appelle Early Data Release, EDR, numéro 3. Il y en aura 2 autres. Alors, il a été mis à disposition, il sera mis en disposition le 3 décembre 2022, mais on peut déjà, les chercheurs ont déjà accès à ces choses-là. Alors, voilà tout ce que ça fait. C'est quand même incroyable. 1,8 milliard d'étoiles analysées. Pour Jean-Pierre, 813 000 étoiles doubles. Vous avez les variables, les céphéides, il y en a 10 millions.
les résolutions par spectre. Il y a 220 millions de spectres avec 410 millions de paramètres complémentaires. Et vous avez une très haute résolution pour la composition chimique des étoiles. Vous avez ici tout ce qui concerne les températures, la magnitude. Là, vous avez la vitesse par rapport à la Terre. Et puis, surtout, ce qui est une grande première, l'espace intersidéral. Qu'est-ce qu'il y a entre les étoiles? Ce sont les fameux nuages moléculaires qui sont les grandes découvertes de Gaïa. Alors tout de suite, comme on va avoir beaucoup de ballons de rugby, je vais dire une fois pour toutes comment ça marche, étant donné que nous sommes à l'intérieur. Comment représenter tout ce qui se trouve, tout ce qui nous enveloppe? Alors il y a des projections mathématiques, vous en avez plusieurs, et on a choisi celle-ci qui permet de conserver les surfaces. Il y en a d'autres qui permettent de conserver les angles, etc. Et donc, nous allons avoir des ballons de rugby à n'en plus finir. Un petit détail, savoir que, bon, une galaxie vue d'avion, ça vous donne des soi-disant spires comme cela. Vous avez, vu par la tranche, vous avez les jeunes étoiles qui se trouvent dans le disque. Il y a deux disques, nous allons le voir, dans le disque fin. Et puis les vieilles étoiles qui sont dans les amas globulaires et qui sont à peu près n'importe où. Là, vous avez la maternelle, là, vous avez les pads. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Hein. Alors maintenant, voilà, on commence à avoir une vision un peu meilleure. Vous voyez, vous avez ici le disque. On commence à s'apercevoir que le disque est vrillé. Ça veut dire que, comme je vous avais montré une photo d'Andromède, il y avait la bordure qui avait pris un coup. Hein, Vap Disk. Vous avez des nébuleuses un petit peu partout autour du disque. Vous avez un grand halo et un petit halo ici, et un grand halo là, et vous avez stream des courants. Pardon. Et vous avez quelques galaxies satellites, comme le grand et le petit nuage de Magellan, un courant qu'on va revoir très précisément parce que c'est la spécialité de notre copine Françoise Combes, l'académicienne Françoise Combes. Nous avons de bonnes relations. Alors maintenant, voilà ce qu'on pourrait dire. Ceci n'est pas, évidemment, ça ne peut pas être une photo puisqu'on n'est pas à l'extérieur, mais dans une photo, on remarque un peu, on s'aperçoit notamment qu'il y a une galaxie qui commence à nous chatouiller ici. Ceci, on appelle ça la tortue. Alors, on l'appelle aussi la barre. Ce sont des termes impropres. Les nuages de Magellan, en respectant quand même toutes les distances. Alors, la grande nouveauté, c'est que l'on va pouvoir étudier ces fameux courants, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les étoiles, et puis les amas globulaires, parce que vous allez voir, il y en a qui vont aller dans tous les sens, et il y en a, on va s'apercevoir qu'ils ne viennent pas de chez nous. Alors, les halos, il y a plusieurs halos, on va en trouver de plus en plus, et on a trouvé ce que nous disait Paola, là, il y a moins d'un mois, on a trouvé des étoiles baladeuses perdues. Alors, comment on sait qu'elles sont perdues? Ben, elles ont d'abord une structure qui n'a rien à voir avec ses voisines. Ensuite, elles partent dans des directions auxquelles on ne s'attend pas. Et puis, on a trouvé récemment même des étoiles qui sont n'importe où. On n'a trouvé que 13 pour l'instant, mais Paola nous a dit qu'il y en avait beaucoup plus, mais on n'arrive pas à bien les voir. Je vais passer assez vite sur les mathématiques pour ne pas vous endormir. Vous avez ici toutes les lignes traditionnelles de mécanique céleste qui permettent de calculer les positions angulaires et la parallaxe. Et vous avez ici le mouvement apparent du satellite en fonction du Soleil qui se trouve ici et qui permet de tourner en permanence tout ce que l'on peut retrouver. Voilà la parallaxe ici. Alors normalement, la parallaxe qui a été inventée par le mathématicien Bessel au XIXe siècle, ça permet
avec des distances que l'on mesure dans des positions opposées de la Terre, des angles que l'on trouve ici, qui vont nous permettre, sachant que l'on connaît, alors ça va nous faire un triangle, sachant que l'on connaît parfaitement la distance, donc la base de notre triangle, la Terre par rapport au Soleil, et comme évidemment on ne peut pas attendre que 6 mois que la Terre se trouve dans l'autre sens, c'est la raison pour laquelle il y a 2 télescopes à 106 degrés d'écart pour balayer le système. Alors ça nous permet d'avoir des vitesses, alors ça c'est extraordinaire, on a retrouvé les trajectoires des étoiles pour 800 ans, et avec l'effet Doppler, ça permet d'avoir dans les spectres les vitesses par, comme j'ai dit, des effets Doppler, c'est-à-dire les barres des spectres qui bougent ou qui s'inclinent pour retrouver des systèmes en rotation. Et là, au mois de juin, voilà ce qu'on a trouvé. Moi, je vais boire un coup, si vous n'avez pas inconvénient. Ça fatigue, hein, mine de rien, d'aller à l'écran, là où on nous l'a mis. À la vôtre. Donc, on a trouvé tous ces ballons de rugby que l'on va détailler, évidemment. Voilà le premier ballon, extraordinaire, toujours publié par Dupake, 30 millions d'étoiles qui s'approchent de nous et qui sont sur cette partie bleue. Tout ceci, ça vient vers nous et tout ceci s'en va. Alors déjà, on n'avait pas compris ce mouvement. Ensuite, toutes les vitesses ont été calculées très précisément. Le grand nuage de Magellan, il fait du 262 km par seconde, le petit 146, le gros amas du Toucan qui ne fait que 17 mètres, celle qui nous ennuie beaucoup, la galaxie du Sagittaire qui est en train de nous crever en plein centre. Vous avez le centre de notre galaxie qui se trouve ici, et vous voyez ici, vous ne voyez pas bien, mais moi je la vois, vous avez la galaxie satellite qui est en train de crever notre disque. Alors vous voyez, c'est pas très vieux comme découverte, hein, 2022. Donc, comme je disais dans la bande-annonce, hein, c'est vraiment des découvertes très proches. Alors, ce sont des vitesses radiales, celles qui s'éloignent, c'est ce que je viens de dire, et puis vous avez plusieurs amas globulaires que vous ne voyez pas, mais que moi je vois. Vous en avez là, là-haut, là, vous voyez, là, ici, là. Vous voyez ? C'est exactement comme si on avait pris une photo de l'extérieur. Alors ça, j'adore ce ballon parce que c'est vraiment pédagogique, puisque ça montre les champs de vitesse. Généralement, lorsqu'on parle de champs, c'est assez difficile. Les champs, lorsqu'on parle de la théorie quantique des champs magnétiques, des champs électriques, etc., c'est une idée de champ, field, en anglais, qui avait été trouvée par Faraday pour expliquer un peu l'influence magnétique lorsque il avait calculé cette espèce de limage de fer dans un solénoïde. Il expliquait comme ça, nous c'est exactement pareil, où l'on trouve toujours pareil les étoiles bleues qui viennent vers nous, les étoiles rouges qui s'éloignent de nous. Et ça donne ces mouvements-là, vous voyez, alors il y a plein de choses dont on ignore encore, ça date du mois de juillet, ça. Hein. Alors là, vous voyez comment les poussières interstellaires, ça c'est très important, parce que s'il y a des poussières, il y a des nuages moléculaires. S'il y a des nuages moléculaires, ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles étoiles qui vont naître par effondrement gravitationnel. Alors voilà, on trouve ici aussi, de cette façon-là, on les trouve, bon, vous voyez comme moi, hein, c'est fait, le cygne, le pan. Alors évidemment, il n'y a pas la notion d'hémisphère nord ou sud. Là, on est dans le sud. Là, il y a le Taureau, Persée, la Californie, etc.
les voiles, Orion. Orion est toujours un peu de côté. Alors, juste des rappels, pour vous commencer à connaître comment fonctionne la vie des étoiles. Vous avez une nébuleuse, ou bien vous avez un nuage moléculaire qui va s'effondrer sur lui-même et qui va créer, par conservation du moment cinétique, un début d'étoile qui va former une espèce de galette qui va tourner dans le même sens. C'est la spécialité, ça, d'Alessandro Morbidelli, que nous avons vu pour les 40 ans de Vega à Nice. Et selon la masse de ce qui a été récupéré, soit on aura une petite étoile, soit une grande étoile. Le Soleil, c'est une étoile minuscule. Alors cette étoile va avoir sa vie. À un moment donné, elle va grossir parce que la gravité va s'étendre dans l'autre sens, étant donné que le carburant nucléaire de l'étoile va petit à petit disparaître, c'est ce qui va se passer sur notre Soleil, et il va y avoir une explosion. Soit, si l'étoile est petite, ça va nous donner une nébuleuse qui va ressembler à une planète, qui va nous donner une étoile naine, ou bien une étoile naine blanche, ou bien une étoile naine noire. Alors qu'à l'inverse, nous allons avoir une grosse explosion, qu'on appelle une supernova, qui va nous donner soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Donc, tout le monde connaît ça. J'insiste pas trop. Par contre, vous avez compris qu'ici, nous allons avoir dans une grosse étoile comme ça des températures gigantesques. Par exemple, pour notre Soleil, la température du cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Et plus on avance vers l'extérieur, 7 millions, 3 millions, mais c'est énorme. Et alors, vous allez avoir ici, dans une étoile, la consommation de l'hydrogène de base, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, qui, par effondrement gravitationnel, va nous transformer les atomes d'hydrogène, ça va devenir de l'hélium, ça va devenir du beryllium, ça va nous donner du lithium, etc. Nous arrivons à une généalogie de la matière qui est très importante. Voici cette généalogie où, en fonction des différences de température, c'est-à-dire de l'âge, c'est comme ça qu'on va calculer l'âge d'ailleurs des étoiles, ça va nous donner tous les éléments que l'on connaît, c'est-à-dire les éléments du tableau de Mendeleïev, comme ceci. C'est proprement super. Alors j'avais un slide que j'ai enlevé pour dire tous les matériaux qui sont dans notre corps, d'où est-ce qu'ils viennent. Voilà encore un ballon qui a été publié il y a 1 mois et demi, où l'on voit toujours pareil, les âges des étoiles, les jeunes, voilà la tortue, et voilà les rouges ici, les vieilles, là et là. Et nous allons voir que ces étoiles se concentrent. Vous avez ici Cuivey, c'est un chercheur de Nice, évidemment. Et là, vous avez toujours dans le disque, vous avez toutes les étoiles à forte connotation de carbone. Voilà à quoi sert Gaïa. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne l'évolution de la métallicité, c'est-à-dire à quel endroit, vous avez vu tout à l'heure le schéma que j'avais fait comme ça, où les étoiles se reconcentrent en fonction de leur vie et qui créent des nouveaux métaux. Là, vous avez tous les métaux ici. Vous voyez, c'est encore un article qui a été publié cette année qui indique quelle va être, on l'a mis en couleur pour avoir la métallicité. Alors il y a ici, mais je ne l'ai pas mis, pour indiquer très précisément la constitution des étoiles avec ce fameux super logiciel Aladdin. Je ne sais pas si je tiendrai le coup, marcher comme ça. Là, on voit bien la tortue, là, vous voyez, au centre. Je vais essayer d'aller moins loin, vous voyez, comme ceci. Non, j'y arrive pas. Là, c'est toute la position des étoiles. Alors, vous voyez, ça fonctionne un peu comme Google Earth. Si on veut grossir, vous avez des trucs, vous voyez, ici, revenir.
Alors là, évidemment, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas connecté à des packs. Hein. Là, c'est encore extraordinaire. On voit tous les mouvements, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des étoiles qui partent dans tous les sens. Si elles partent dans tous les sens, ça veut dire qu'elles venaient d'ailleurs. Ça veut dire qu'elles sont dans des ensembles qui ont été découverts, dont on ne soupçonnait pas l'existence avant les analyses des résultats de Gaïa. Alors on le trouve partout, vous voyez pas bien là, mais c'est dans le grand nuage de Magellan, vous avez les trajectoires des étoiles. Alors ce que l'on voit avec Gaïa, vous voyez, c'est cette partie-là de notre galaxie. Alors vous voyez que toutes les rondelles qu'on a fait là, ça ne veut rien dire ça. Hein. Ça c'est uniquement artistique. Ça nous donne ceci, ça c'est beaucoup plus intéressant, et comme d'habitude, on voit les bleus qui viennent vers nous, les rouges qui s'en vont, et vous avez les mouvements des uns et des autres. Et alors parfois, vous voyez ces ensembles-là qui se percutent entre eux. Alors c'est quand même assez incroyable. Vous voyez, ça c'était trouvé par la publication du catalogue précédent en 2018. Alors, pareil, hein, je ne vais pas insister, vous avez compris. Alors là, on commence à se poser des questions. Combien y a-t-il de bras? Alors, ce qu'on appelle encore un bras, c'est Persée. Ici, on le retrouve. Alors, vous voyez, ce sont des schémas qui ont été pris dans des thèses. Vous voyez, ça se passe en ce moment. Tout ça, c'est des thèses. Lui aussi, et lui, j'en sais rien. Ah non, celle-là, on la connaît. Celle-là, il y a longtemps qu'elle n'est plus thésarde. Alors, vous voyez là, les bras, alors on ne sait pas. Il y en a peut-être 2 et demi, 4, on n'y croit plus. Alors 5, 6, 7, 8, ça c'est pas sérieux. Alors on essaie de trouver, vous voyez, par là, on laisse ces régions parce qu'on ne sait pas les appeler autrement, alors on l'appelle des bras, mais ce n'est pas des bras. Vous les voyez là. Et là, la barre, le bulbe, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas du tout un bulbe elliptique, c'est une espèce de barre longiligne. La barre, c'est la spécialité de Françoise Combe, qui est venue ici même avec son élève, et que la plupart des étoiles sont barrées, il y en a 70%, des galaxies, pardon. Alors les spirales, ce qu'on appelle spirales, c'est-à-dire en fait ces concentrations de matière, ça a une durée de vie de 5 millions à peu près d'années. Le système étant donné qu'il y a un rassemblement d'étoiles, ça nous fait des températures de l'ordre de 500 000 Kelvin, et ces barres permettent de mincir le disque et de servir de frein moteur. Alors, notre ami a trouvé une seconde barre, une sous-barre, qui se trouve ici comme une poupée russe, et on a pu le retrouver d'ailleurs, ce schéma-là, on l'a retrouvé avec Gaïa, mais je n'ai pas réussi à retrouver la publication. Alors voilà la barre, et la barre secondaire de cette façon. Et les barres se trouvent ici. On voit ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mouvement des bras est indépendant du mouvement des étoiles. C'est très important parce que les étoiles traversent ce qu'on appelle les concentrations de matière, qu'on appelle toujours des bras parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Et donc ça permet de voir qu'il va se passer des choses au niveau des étoiles elles-mêmes, nous le verrons notamment pour le Soleil. Alors vous voyez, les étoiles qui sont près de la barre partent d'un côté ou de l'autre. Alors on essaie de trouver. Alors ce que l'on sait, et la conclusion, c'est que la structure spirale de la Voie lactée est désordonnée et on ne sait pas très bien où on en est. Il y a 2 barres, 3 barres, on laisse 4 barres, mais on n'en est pas sûr. Vous voyez, ça a été publié en 2020. Alors, si on veut se rassurer, hein, on retrouve tout ce qu'on a photographié. Vous voyez, la nébuleuse, la Rosette, qui est sur ce qu'on appelle le bras de Persée. Vous avez nous-mêmes, alors nous, c'est différent.
on n'est plus dans une barre, on est dans ce qu'on appelait un spure, en anglais un éperon. On se trouve ici. Il y a Orion qui est pas loin, en 1500, les lumières quand même, l'étoile polaire là, Bételgeuse, etc. La Trifide qui est là. Vous avez ici la nébuleuse Amérique du Nord, l'aigle qui se trouve ici. Alors on essaie de se raccrocher un peu pour essayer de s'y retrouver. Et alors on a trouvé que finalement, il y avait une sorte d'arête de poisson qui n'a plus rien à voir avec les barres qu'on aurait pu croire, comme ceci. Et nous, manque de bol, ou au contraire, tant mieux, on se trouve à un croisement, vous voyez ici, et là. Là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, là non plus. Là, c'est une dame qui se trouve à Harvard. Vous voyez, il y a encore un autre carrefour ici. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a 2 ans. On a trouvé un truc dont on ignorait totalement l'existence, qui est la vague Radcliffe. Radcliffe, c'est le nom d'un tout un ensemble de chercheurs à Harvard qui sont financés par la famille Radcliffe. Alors on trouve des étoiles, on ne savait pas du tout ce que c'était, et alors on s'aperçoit, nous avons été complètement choqués lorsque nous avons réalisé pour la première fois à quel point la vague de Radcliffe était longue et droite, en la regardant d'en haut en 3D, mais à quel point elle était aussi sinusoïdale lorsqu'elle était vue depuis la Terre. L'existence même de la vague nous oblige à repenser notre compréhension de la structure 3D de la Voie lactée. Et alors c'est là que ça se complique. Donc c'est la plus grande structure qui annule, si je puis dire, le bras local que l'on croyait local, et il semble que notre Soleil se trouvait là-dedans il y a 13 millions d'années, puisqu'on analyse, comme vous le savez maintenant, la métallicité des étoiles qui composent la vague. Et on avait une ceinture qu'on appelait la ceinture de Gould-Herschel, puisque c'était Caroline qui avait trouvé ça tout à l'heure, rappelez-vous, et tout ça s'est mélangé, et ça date de l'année dernière, et on est en train de redessiner maintenant tout ce qui se passe. C'est la plus grande, cette chose dont on ne connaissait pas l'existence, ça se trouve être la plus grande structure de gaz qui a été détectée dans notre galaxie. Alors maintenant, quand on a trouvé une vague, on en cherche d'autres, et il y a des hindous qui en ont trouvé une autre, la vague Gangotri, qui est le nom d'un glacier de l'Himalaya qui se jette au confluent du Gange, pas au confluent, à l'estuaire du Gange, là où se trouve le Bangladesh. Alors on a trouvé tout un tas de trucs comme ça. Vous voyez qu'on est loin du schéma initial. Hein. Alors ça, c'est super. Alors on a trouvé, l'année dernière, un gars dont je vais reparler, Ibata, on a trouvé un courant parmi d'autres. On ne sait pas d'où il vient. On sait que les étoiles qui le composent, et qui se trouvent ici, à peu près à cet endroit, sont les plus vieilles qu'on avait jamais vues. Là, vous voyez les amas globulaires qu'on connaît. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Vous voyez, 1% de métallicité, ça veut dire que ce sont des étoiles très vieilles, puisqu'elles n'ont pas eu le temps de se recomposer en générant des nouveaux métaux. Et alors, les amas globulaires, c'est la bringue, vous voyez. Vous en avez dans le halo, vous en avez dans le bulbe, vous en avez dans le disque. Nous, on travaille de cette façon. On voit la différence, là, vous voyez. Là, on a une astronomie plate. Et tout à l'heure, on avait une astronomie 3D. Bon, tout le monde connaît M13, tout le monde connaît M15. Voilà des exemples d'amas globulaires que vous connaissez tous, j'espère. Là, d'autres amas. Alors voilà, les bleus, ce sont comme pour les Pléiades, par exemple, la boîte à bijoux qui se trouve par là, les doubles amas de Persée, etc. Les bleus, c'est les jeunes, les autres, c'est les vieux, les vieilles. Une superbe photo de notre ami Philippe, au 4e rang, ici. Voilà ce qu'on trouve à Villepreux. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est une photo grand champ, et ça permet de voir tout le pourtour de l'amas. À l'inverse, on a une autre photo qui est aussi bien, mais beaucoup plus fouillée, vous voyez, et où là,
on ne voit pas, on voit différemment toutes les étoiles, alors c'est un peu difficile, et c'est là qu'on s'aperçoit que cet amas a plus de 1 million d'étoiles. Voilà les amas de Persée, les amas jeunes, là, ça se trouve un peu par là. Et alors on a trouvé des amas baladeurs venus d'ailleurs. Alors ça, ce qu'on appelle le timing problem. On ne sait pas d'où viennent ces amas, on en a trouvé beaucoup plus maintenant. Ça a commencé dans la constellation Formax. Il y en a d'autres, on ne sait pas ce que c'est. Alors si vous avez une idée, ben, vous pouvez envoyer votre idée à Nature. Voilà les amas globulaires qui sont un peu mieux fournis. Alors nous avons 170 amas globulaires, vous voyez, c'est pas beaucoup. On en avait 150 et Gaïa en a trouvé 22 plus. Maintenant 22, qu'on ne voyait pas auparavant. Voilà un amas ancien. Alors ce qui est important, c'est que les amas, ce sont les marqueurs de l'expansion. Vous avez dû vous poser des questions comme moi, quand on nous fait un truc comme un tromblon corse où on voit ce qu'on appelle un pseudo-big ou un pseudo-bang qui augmente avec l'expansion, et on se dit, mais comment on arrive à faire ces dessins? Bien, on les fait avec la métallicité des amas globulaires, puisqu'on a des amas qui ont plus de 12 millions d'années d'âge. Alors le James Webb s'est mis lui aussi à la mode en photographiant des amas, on ne sait absolument pas ce que c'est. Alors ça, c'est une nouvelle très importante en astronomie, c'était le 26 avril 1920 où il y avait une réunion de l'Union internationale d'astronomie. On ne savait pas ce qu'était la Voie lactée. Pour certains, comme Curtis, c'était une galaxie, et pour Shapley, c'était une nébuleuse. Et c'est Slipher, alors ces deux-là, ils étaient d'Harvard, lui, il était de Lowell dans l'Arizona, et avec les amas globulaires, il s'est aperçu que si ça avait été une nébuleuse, le Soleil aurait été au centre avec les amas globulaires qui tournaient. Or, le Soleil était excentré, et lui, il a mis tout le monde d'accord, toujours avec des spectres et avec l'effet Doppler qui montre en fonction des distances la variation des raies du spectre. Alors c'était important, c'était à l'époque où l'abbé Lemaître, qui était déjà docteur en maths et qui préparait un doctorat d'astrophysique avec Shapley justement, Shapley a dit à l'abbé, voilà la lettre qui a détruit mon univers. Ça fait partie de l'histoire des sciences. Donc Shapley, beau joueur, a dit que le centre n'était pas le Soleil et que le système était un système plat avec des étoiles. C'est des choses qu'on ne savait pas, et donc c'était la fameuse tortue qu'on a photographiée, que l'on arrive à reconstituer maintenant. Voilà le dernier exemple. Alors il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, New Discoveries. Là, tout ce qui est en rouge, on le met, mais on ne sait pas. Et là, vous avez des amas globulaires qui la plupart ne sont même pas à nous. Vous voyez, on essaie d'étudier les nuages moléculaires dans le disque. Voilà ce que ça donne. Il y a des équipes qui se spécialisent dans des amas globulaires dans des zones bien précises, comme ceci. Ça nous donne une géographie des nuages moléculaires, c'est de la matière qui se balade. Et alors on a commencé à étudier tout ce qui se passait au centre de notre galaxie. Et là, ce sont les Français de l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris, boulevard Arago, métro d'Enfer Rochereau. Avec Jean-Pierre, nous connaissons bien ceci. On a retrouvé, voici le magnétisme de ce truc. On est en train d'étudier ça en ce moment. Voilà la même chose, mais vue avec l'arrêt 21 d'hydrogène. Alors on a trouvé 3 amas d'étoiles ici, comme ceci. Et il y a un monsieur qui est venu ici, Jean-Pierre Maillard, que Jean-Pierre connaît, on l'a ramené chez lui. C'était à l'occasion d'un concert à l'église, un concert d'orgue, où il y a un astrophysicien, Dominique Proust,
qui est un copain avec lui, et pendant que le gars jouait de l'orgue, lui, il nous montrait des images, lui, c'est un gars qui est pas marrant. Il vous sort la transformée de Fourier à tout moment. Alors il a trouvé au centre, le trou noir bien sûr, mais une mini-spirale, bon, que j'ai détaillée, là vous verrez ça si des fois ça vous intéressait. On a trouvé aussi des bulbes de rayons gamma, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, là je vais passer là-dessus, c'est toujours un peu pareil. Les deux disques superposés. Alors il y a un disque fin qui contient tous les amas bleus. On en dénombre actuellement 1055, un peu comme les Pléiades ou comme le double amas de Persée. On n'en a trouvé que 403 sur Andromède, on ne sait pas trop ce que c'est. Et alors ce disque fin, il a une épaisseur fine, puisqu'il s'appelle comme ça, entre 1500 et 2000 années-lumière. Et c'est là où se rassemblent toutes les étoiles jeunes, en amas ouvert. C'est une région qui concentre les nuages moléculaires. Et puis il y a un disque épais, plus gros, comme ceci. Alors la différence entre le disque fin et le disque épais, ça donne une idée sur la nature des étoiles. Il y a deux grandes catégories d'étoiles, la population 1 et population 2, que l'on détermine justement dans la position où elles se trouvent sur le disque. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'est aperçu, et Paula nous l'a répété, que le Soleil, dans tout ce machin-là, tournait autour du centre de notre galaxie d'un mouvement sinusoïdal qui se trouve dans notre slide. Et alors, nous sommes là-dedans. Et alors, ça a des conséquences gigantesques parce que il tourne à 226 km par seconde, ce qui est quand même pas mal. Il est à 27 années-lumière, ça nous le savons. Il fait le tour en 250 millions d'années pour se retrouver au même endroit du bulbe, autour du bulbe de la Voie lactée, et il plonge et il remonte comme une vague à 48 années-lumière en haut et un peu moins en bas, je ne sais plus, je l'ai mis, mais je ne m'en rappelle pas. Une vitesse assez lente, 7 km/s. Alors le problème, c'est qu'il traverse des bras de galaxies, et là, ça génère des supernovas, et ces supernovas ont créé dans l'histoire de la Terre toutes les extinctions de la biodiversité. Alors, c'est assez curieux parce que, étant donné que nous tournons autour du Soleil comme ceci, mais le Soleil, lui, il tourne un peu comme cela, ça veut dire qu'en fait, si nous prenons une planète donnée, celle-ci et les autres planètes tournent dans une espèce de vortex, et non pas comme on nous l'apprenait, autour d'une galette bien tranquille. Et alors ça donne, je me suis amusé à refaire la course du Soleil, et effectivement, chaque fois qu'il changeait de bras, au Cambrien, l'Ordovicien, Dévonien, enfin toutes les ères de la vie de notre planète, la Terre, il y a eu des extinctions. Voilà, par exemple, ici, il y avait les poissons qui sont arrivés là. Là, il y a eu le Crétacé, il y a les dinosaures qui ont disparu. Bon, c'était pas tout à fait pour ça, parce qu'ils se sont reçus une astéroïde pour la figure, etc. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là ont un impact sur nous-mêmes. Alors, revenons un peu à ce que j'avais dit au début, là, sur la photo de Pascal d'Andromède. Vous voyez qu'il y a des problèmes aux extrémités. Et on a trouvé que la Voie lactée avait aussi des problèmes en 2020, vous voyez, c'est récent. Hein, qu'elle est excentrée, on la croyait droite. On s'aperçoit qu'il y a eu des collisions. Ces collisions, on en a déjà trouvé une en 2003, en 96, et puis en 2003, c'est une galaxie naine qui est en train de nous traverser comme ceci. Voilà. Bon, ça c'est à peu près pareil. Elle se retrouve actuellement, elle est dans le disque disque épais, pardon. Et alors, ça nous donne des courants
on a calculé, toujours avec la métallicité des étoiles, que cette galaxie qui nous a percuté il y a très longtemps, je ne sais plus où je l'ai mis, c'était à 11 milliards d'âge, elle a déjà fait le tour à 3 reprises, et alors ça nous donne ces choses-là. Il y a 8 milliards et demi, elle était comme ça, elle arrivait, et alors on a retrouvé des courants d'étoiles comme ça, avec la métallicité, qui nous a permis de faire tous ces chemins comme ceci, et actuellement on a tous ces courants que l'on commence à voir grâce à Vega. Ah, Vega. Ah ouais, remarquez, ça aurait pu. Hein. Alors on a trouvé... On a trouvé quelque chose qu'on ne connaissait pas, Anclia, qui est très important, et qui a un énorme courant comme ceci. Ça se trouve au-dessus du disque opposé au nuage de Magellan. Là, je vais accélérer un petit peu. Voilà les nuages de Magellan, je pense que vous les connaissez tous. Ça se trouve à 160 années-lumière. Personnellement, j'ai essayé de les voir, je n'y suis jamais arrivé. C'est dans l'hémisphère sud, parce qu'il y a énormément de pollution partout et ils sont très faibles. Alors, dans le grand nuage de Magellan, on voit quelque chose qui était une supernova. Alors ça, c'est très important pour Vega. Vous allez voir comment. Il y a un halo qu'on ignorait. Et puis maintenant, voici une photo qui a été prise par 2 membres de l'association Vega. Ça s'appelle la nébuleuse de la Tarentule qui se trouve dans le nuage de Magellan. Alors cette photo a été prise par un télescope qui se trouve dans le désert d'Atacama, pas à l'endroit où il y a toutes les décharges, dans l'endroit où il y a les télescopes. Et il y a une association où nous sommes partenaires avec nos amis de Rambouillet qui nous envoient des photos, enfin des poses comme ça, que l'on traite sur place à plaisir. Et ça donne ça, c'est quand même assez merveilleux qu'on arrive à trouver. C'est du niveau de Hubble, même plus, hein. Et alors là, on retrouve les courants résiduels, vous allez voir qu'on en trouve beaucoup. Alors maintenant, on s'est aperçu que le courant, il n'était pas comme on croyait. Dans l'immédiat, on a même trouvé d'autres chemins d'étoiles comme ça, et avec des quasars, c'est-à-dire des trous noirs un peu brillants qui se trouvent, qui se sont invités et qu'on ne voyait pas avant. Là, on voit vraiment la tortue, là. Bon, là, je passe, on a trouvé des halos dans les nuages de Magellan. Notre ami Françoise Combe a dessiné il y a déjà longtemps que ces courants pouvaient se passer de cette façon-là et que même ça n'était qu'un seul courant qui se dédoublait. Voilà la métallicité de l'ensemble de ces étoiles qui a été trouvée par Françoise Combe encore. Ici, on a maintenant d'autres universités qui essaient de retrouver les courants dont je parlais tout à l'heure, avec les nuages qui vont avec. Alors Gaïa a trouvé d'autres galaxies que l'on trouve ici, avec les nuages. Vous voyez le courant, vous voyez le fait d'avoir toutes ces positions, ça nous permet de reconstituer les courants que Françoise Combe avait dessinés très harmonieusement. En fait, ça se trouve comme ça, avec des galaxies. Tout ça, ce sont des galaxies nouvelles qui se trouvent dans le groupe local dont on ne connaissait pas l'existence auparavant. Et alors là, étant donné, je vous avais dit dès le début, dans la définition du satellite Gaïa, que ce qui était vraiment important, c'était la mesure des mouvements. Alors les mouvements, on a commencé à voir un peu ce qui se passait. Vous voyez, il y a des courants qui partent comme ça, qui remontent comme ça, il y en a d'autres qui se séparent, qui vont là, il y en a qui viennent d'une autre origine, comme ceci. Alors vous voyez, ça c'est une des grandes découvertes de Gaïa. Alors on a essayé de le dessiner, alors il y en a partout, des comme ça. Alors voilà, avec les vitesses également, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme courant, comme ceci, que l'on appelait la sausage, c'est-à-dire la saucisse, et c'est ce que nous racontait notre nouvelle copine, Paola Di Matteo, qui a participé à la découverte de cette chose-là, et voici l'annonce faite par le CNRS, c'était en 2008. Et alors tout ça, ça permet de vriller complètement notre galaxie. Elle n'est plus du tout comme on croyait très plane, mais au contraire, elle est un peu ondulée, on va voir comment.
Voilà encore de cette façon-là, vous voyez. Bon, ça, ce sont les étoiles, je passe là-dessus. Alors, on est aussi allé dans les grands amas, comme l'amas des Yad, celles qui ont servi à prouver la véricité du puits gravitationnel dans la deuxième équation d'Einstein. Et là, on voit que ces amas que l'on croyait fixes, en fait, ils ont également des courants et des traînées, comme ça. Alors, ça veut dire que, peut-être, même l'amas des Eyades venait d'ailleurs. Alors, ceci, je vais passer. Là aussi. Là, voilà les couleurs. Bon, évidemment, ça a été forci des étoiles. Les bleus, c'est les jeunes. Les rouges, c'est les vieilles. Et il y a des classes spectrales en fonction de la surface de température. Alors les bleus, la température est très forte, vous voyez, 30 000 degrés. Les vieilles, comme commence à être le soleil, c'est 5 000 degrés. Alors le fameux diagramme Hertzsprung-Russell, Hertzsprung était un Danois, en ordonnée, on voit la magnitude, la luminosité, et en abscisse, on voit les températures qui permettent de calculer l'âge des différentes étoiles. Vous voyez que les étoiles en fin de vie se trouvent ici, avec les étoiles en début de vie se trouvent par là, les naines se trouvent par ici, etc. Et on s'est aperçu qu'avec Gaïa, alors ça, à gauche, c'était un dessin théorique, et là, on a pu reconstituer le diagramme d'Hertzsprung-Russell que l'on voit ici, qui a à peu près la même forme que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est quand même assez exceptionnel. Alors revenons ici sur maintenant cette grosse galaxie qui nous a percutés, et nous avons partout, vous avez vu le schéma où il y avait les flèches, nous avons des traces fossiles. Vous voyez les cercles blancs donnent des amas globulaires. Nous avons des étoiles variables, des céphéides également qui se trouvent ici. Là, c'est des étoiles qui viennent d'amas. Et tout ceci a été découvert par un monsieur qui s'appelle Elmi, qui travaille à Grenoble en 2018. C'était la version précédente du catalogue. Donc, voilà un peu, nous sommes en fait comme une tôle ondulée. Vous voyez que notre notion de bras en a pris un sérieux coup, là, puisqu'en plus, nous avons ici des ondulations, et il se trouve que nous sommes en plein dans une ondulation. Hein, le Soleil se trouve ici. Alors, j'ai marre de marcher. Voilà, ici, vous voyez, ça, ce sont des photos de Hubble, la Kentex de Stéphane. Vous voyez ici qu'il y a justement ces fameux courants stellaires qui sont dus à des collisions d'étoiles. Là, vous voyez ces deux-là qui vont être en collision. On le voit avec une photo du James Webb. Je pense que c'est après. Là, voilà. Là, voilà. Vous voyez, voilà les courants qui indiquent qu'il y a eu une collision de galaxies. On voit très bien, là, ici. Là, on le voit. Alors, c'est de l'infrarouge, tout ça. Ça, c'est l'infrarouge moyen. Ça, c'est l'infrarouge plus calme, où on revoit la même chose. Vous voyez, des courants comme ceci. Alors, vous voyez qu'avant, on voyait que dalle. Alors, c'est ce que les Anglais appellent des queues de marée. Tidal, je ne sais plus comment. Donc, très important, notre galaxie, vue d'avion, ça nous donne ça. Vous voyez qu'on est très loin des bras. Voilà les courants de Gaïa, qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 3-4 ans, comme ceci, et vu par la tranche, ça nous donne ces choses-là, vous voyez. Et alors les couleurs, bon, c'est pas les vraies couleurs, évidemment, mais ça indique l'origine, et ça indique la nature de la collision qu'il y a eu, et de la galaxie qui était à l'origine. Alors on a trouvé, vous voyez, là on voit tout ce qui est bleu, ce sont des amas globulaires. Tout ce qui est rouge, ce sont des nouvelles galaxies naines. Et tout ça se mélange notamment au niveau du bulbe. Et ça va nous donner des choses comme ça. La détection, une des grandes
découverte du satellite Gaïa a été la détection de ces fameux courants stellaires, et nous n'avions pas auparavant d'instruments aussi finement précis pour les trouver. Alors les couleurs, c'est des couleurs, les particules rouges montrent que ce courant dépend de la matière noire qui se trouve par là, parce que si on le calcule comme ça, on trouverait une autre trajectoire, c'est un peu ce qu'avait trouvé Vera Rubin ou Fritz, je ne sais plus comment, là, celui qui avait très mauvaise réputation. Les particules vertes, ce sont des amas globulaires qui viennent de l'extérieur, les verts ici, là, 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 et ça va nous donner quelque chose d'incroyable. Alors, pas ici. Voilà, toujours pareil, voilà d'autres courants. Alors, on en trouve de partout, maintenant qu'on sait que c'est comme ça. Alors, si on voulait les représenter comme autrefois, ça nous donnerait ça, avec en haut un nœud qui est une galaxie. On a publié l'année dernière, 2021, le fameux Ibata, qui travaille avec son fils, lequel fils a co-signé un article dans Nature sur la découverte de galaxies naines. C'est quand même incroyable. Alors là, vous avez tous les courants, il y en a partout maintenant. Alors vous voyez partout, Gaïa, Gaïa, Gaïa. Il y en a d'autres qu'on connaissait à peu près, mais les 80%, 90% même, ont été découvertes en 2 ans, 2-3 ans maximum. Voilà le superbe tableau de Kaczynski, où on voit le halo de galaxies avec tous ces courants, c'est exactement ce que l'on a dit tout à l'heure, avec un courant, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, le C19, qui est le plus ancien. Les étoiles ont plus de 12 millions d'âges. Là, ici, ce sont des courants qui sont affectés par de la matière noire qui se trouve par là. Et une des découvertes aussi de Gaïa est qu'on arrive à savoir, on commence à cartographier des zones de matière noire sans savoir que c'est là. Là, tout ce qui est vert, vous voyez, ça a été publié, ça, en juin 2022. On a retrouvé 12 courants, 8 galaxies satellites, super. Là, c'est le résumé des découvertes de Gaïa. Voilà encore. Là, on arrive à voir là, tout à l'heure, c'était les fossiles de collision, un peu comme lorsqu'on a un accident avec notre voiture, on voit des raies sur notre carrosserie. Là, on voit exactement d'où viennent ces fameuses galaxies. Donc, vous voyez que le groupe local que je vous avais présenté au début, c'était en vue de cela, justement.